Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. La route de la soie, Thierry la connaît comme sa poche. Depuis 7 ans, il prend sa moto pour faire cap à l'est. Mais cette fois-ci, c'est sur les traces du Léopard des Neiges qu'il l'emmènera à traverser la fameuse route du Pamir, et ça, jusqu'en Afghanistan. Sur la route, les rencontres se font, et notamment avec les derniers nomades de l'Asie centrale. En plus de ses conseils avisés et anecdotes, Thierry nous partage l'histoire de cette expédition. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. Découvrir en premier, découvrir les gens, découvrir d'autres paysages, d'autres civilisations, apprendre à se dépasser, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, savoir lire les autres. Ça implique donc d'abord savoir se lire soi-même. C'est se dépasser, ouais, découvrir d'autres univers, d'autres façons de vivre, et puis des paysages qui sont souvent à couper le souffle. Ouais. Et dans cette définition, toi, tu te sens aventurier dans le fait de se dépasser, d'aller vers les autres. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu fais des aventures et que tu te sens aventurier? Je me sens pas aventurier, je me sens voyageur. Pour moi, l'aventure aujourd'hui, le mot ce que je ressens derrière ça, ce serait par exemple, si les gens qui vont dans l'espace ou qui explorent ça, c'est des explorateurs, c'est des aventuriers, ils savent pas s'ils vont revenir. Je me sens plus voyageur, c'est-à-dire que là où aujourd'hui on va sur la planète, forcément un jour ça a été visité. Donc, alors cette définition de voyageur, bah oui, c'est à chaque fois c'est une remise en question. J'adore aller toujours un peu plus loin. En fait, l'histoire de mes voyages, ça a été ça, hein, c'est à chaque fois un peu plus loin et ce qui me permet de découvrir et m'adapter et pas forcément consommer. C'est pas après pas, je prends connaissance, j'ai cette découverte qui est lente, hein, et à la fois rapide parce que mes durées de voyage sont assez courtes. Justement, je voulais parler de tes voyages et notamment d'un voyage particulier que j'ai pu découvrir grâce à ta chaîne YouTube. Donc, c'est le voyage Riding for Snow Leopard. Comment et de quoi est née cette idée? Comment tu as eu c'est vraiment cette idée de partir de nouveau à l'est? Parce que tu es souvent parti à l'est et du coup à la recherche du Léopard des Neiges. Bah, tout d'abord, effectivement, les routes de la soie, là, toute cette partie d'Asie centrale, bon, c'est une destination qui me passionne, hein. Pour moi, c'est l'origine du monde, c'est l'origine de notre monde. À chaque fois, j'essaye de trouver un thème qui nourrit, qui peut faire participer et qui permet de pas être qu'un consommateur. Un consommateur de kilomètres, un consommateur d'images ou de, ça, c'est parti en fait d'un voyage en Turquie, c'est pas besoin d'aller très loin, d'un voyage en Turquie où j'étais avec un ami motard, Benoît Ménetré. On campait dans le Kurdistan, à l'extrême est, pas très loin de la frontière géorgienne. Et là, on a été accueillis, bon, c'était une petite vallée, on a été accueillis par des Kurdes. On voulait pas les déranger parce qu'eux voulaient nous inviter chez eux. Et on avait bien conscience qu'on devait repartir le lendemain matin. Et l'invitation est quelque chose de sacré, enfin pour moi toujours. Et j'estimais qu'on ne devait pas y aller et puis le lendemain repartir comme ça, c'est-à-dire consommer leur accueil. À partir de là, les autres voyages, j'ai essayé d'allier au déplacement quelque chose qui pouvait être partagé avec les gens que je rencontrais. Alors ça a été très vite, ça s'est matérialisé avec la Mongolie en 2016, où là j'ai sollicité une partie de la communauté des motards dans laquelle j'étais. J'ai reçu des tas et des tas de présents, mais de partout, de Belgique, de France. Alors ça allait, alors j'avais demandé des trousses de secours que je pouvais donner dans des yourtes, des trousses de secours vraiment de médecins, alors où là je me suis présenté dans un hôpital. Ouais, j'ai demandé à rencontrer un médecin et là j'ai donné en main propre cette trousse de secours. Ça a été des cahiers, des stylos plus exactement, le cahier c'était trop lourd. Des stylos, j'étais dans un lycée là, j'étais dans un lycée et je les ai donnés, plutôt que les donner à droite à gauche, comme j'en avais beaucoup. J'ai donné tous ces stylos dans un lycée. Et puis après, bah, j'ai eu des produits un peu pharmaceutiques, ce qui était parfois un peu le stress lors de passage de frontières, mais
Voilà, j'ai pu donner, et je reçois beaucoup, hein, quand on part en voyage et qu'on est un peu à l'écoute, on reçoit vraiment énormément donc j'ai pu donner. Puis après ça a été au Pakistan. Alors je fais un peu rapidement la mesure, enfin l'historique, hein, au Pakistan. Mais c'est la genèse, c'est exactement ce que j'attendais de toi, donc c'est très, très bien. Je vois comment s'est développée ton idée du voyage, donc non, c'est super. Après au Pakistan, bah, ça a été ce que j'ai appelé «l'opération» entre guillemets, «l'opération casque» pour le Pakistan, où là c'est et ça fonctionne toujours d'ailleurs. Je sollicite assez régulièrement, les motards. Je leur dis: «Bon, bah, si vous avez un casque, dont vous ne vous servez plus, qui est en bon état, hein», il s'agit pas d'envoyer des casques, voilà, tout pourris quoi. Mais Bien sûr. donc là, je leur dis: «Bah, pour 50 € vous pouvez envoyer, à une adresse», enfin donc le responsable du Pakistanais Biker Club qui lui, Mmh. le donne, hein, c'est pas vendu, c'est donné à des motards pakistanais, généralement qui tournent un peu autour du tourisme. Donc ce qui permet d'avoir, enfin d'équiper ces motards-là, de produits de qualité. Tu me donneras les coordonnées, je mettrai ça en description si certains auditeurs veulent participer, ça serait avec plaisir que je partagerai, Il va falloir que je fasse un clic alors tout à l'heure. J'ai beh, bien OK. sûr. Donc voilà, ça a été puis ça fonctionne toujours et puis, il y a un retentissement autour de ça. Le motard français, ben, il est quand même assez bien accueilli et c'est vrai que bon, bah, ça continue quoi et c'est pas mal. Alors Riding for Snow Leopard, alors là, c'est un mélange, en plus enfin de ma passion un peu pour la nature quoi. Je reviens un peu mais avant d'être motard quoi et voyageur, à D'accord. cette passion un peu pour la défense de l'environnement et depuis 2013, je fais des voyages en Asie centrale assez, bah, régulièrement et là je vois la route du Pamir se transformer et quelque part je me dis: «Bon, c'est pas une autoroute, cette partie du monde, c'est pas un endroit qu'il faut parcourir pour dire: "Ouais, je l'ai fait"». À travers ça, je voudrais sensibiliser, notre population de motards, hein, pour l'environnement et donc le léopard des neiges, c'est un symbole, hein, c'est l'animal de l'Himalaya. On l'appelle d'ailleurs le fantôme, hein, le fantôme des neiges. Donc et c'est un animal, qui est en voie de disparition. Il y en a plus beaucoup. Il y a quoi? 1000, il y a 60 si, il y a 76 000 sujets dans tout l'Himalaya, en Mongolie et une partie de la Chine, donc c'est pas énorme. Et donc je me suis dit: «Voilà, c'est un symbole». Je savais assez pertinemment que je le verrais pas puisque bon, c'est pas en 2 mois enfin 1 mois et demi même, je suis parti. C'est pas 1 mois et demi, surtout avec une moto qui fait du bruit que je verrai le léopard. Mais j'ai rencontré des gens qui le voient régulièrement, qui m'envoient encore des images, des gens qui le protègent et puis l'occasion aussi, ça a été l'occasion de rencontrer, bah, des peuples, dont les civilisations tendent à disparaître, quoi. Là, je pense des Wakhi, je pense, aux Kirghizes, du plateau du Warram. Donc ça, c'est des gens bon, qui s'en vont d'ailleurs, hein, qui s'en vont du plateau. Bon, c'est Et ça, c'est lié alors tu parlais que la route du Pamir change et c'est lié à ces changements que les nomades, bah, changent aussi, de leur territoire, en fait, finalement? C'est à cause de cette route? je dirais que c'est plus à cause d'un tourisme qui consomme. Enfin bon, ça c'est pas nouveau, hein, c'est un tourisme de masse. En 2013, quand j'y suis passé, les routes étaient déjà beaucoup moins accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les guest house, les hôtels, hein, maintenant il y a carrément des hôtels en standard européen, bah, il y en avait très peu. Là aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les infrastructures routières s'améliorent. La première fois, bah, on a cassé une roue, enfin j'ai perdu, c'était 6 rayons sur une 1200 GS, j'ai perdu 6 rayons la roue avant parce que j'ai heurté, enfin j'étais dans une grosse ornière, pour éviter un camion. Après l'autre personne, elle avait, mais carrément, la jante on l'a redressée à la masse, j'en ai encore des photos d'ailleurs, on l'a redressée à la masse, plus après on l'a fini, au petit marteau pour pouvoir refaire pour pouvoir que le tubeless, réadhère. Donc là aujourd'hui c'est plus ça, hein. Je veux dire aujourd'hui c'est que bon ça reste un peu une aventure, mais On va dire plus accessible, quoi et donc par ce fait,
un peu plus de monde et des éléments, négatifs par rapport, aux habitants Et du ça coin, quoi. goudronne, hein. Pamir, c'est historiquement une zone un peu de confluence, bon, il y avait les Russes contre l'Empire, britannique, donc ils avaient fait une zone tampon qui est Wahram. Pamir, c'est bon, bah, c'est l'endroit où est passé Marco Polo aussi, enfin, c'est des lieux de passage, mais particulièrement difficiles. Je veux dire, il y a que quelques saisons où on peut y passer et puis après ça se referme. Bon, de moins en moins maintenant. Puis là aujourd'hui avec les routes les routes de la soie de la Chine, où là, bon, puis là oui, c'est plus il y a de la géopolitique là aujourd'hui, les Chinois contre les Ouïghours. Les Ouïghours sont dans cette zone, hein, aussi. Donc bon, D'accord. voilà, et donc cette zone-là est vraiment en train aujourd'hui de changer. Je veux dire, faut y aller si on veut en profiter pleinement. Toi qui es allé à la rencontre de ces peuples, est-ce que tu peux nous parler, alors ça paraît, quand même tellement loin, alors comme tu l'as dit, il y a des infrastructures qui mènent à ces Mmh. contrées, mais comment tu décrirais ces populations, ces nomades du Pamir ou d'autres secteurs où tu es allé? Comment, vu que bien sûr que c'est important pour toi d'aller à la rencontre, comment se tissent, les liens avec, ces populations et comment tu te fais comprendre et quelles sont les leçons, on va dire, un peu que tu as reçues, de ces Mmh. gens-là? Mes voyages, je les prépare en fait. C'est bon, je les prépare assez consciencieusement, je veux dire sur l'itinéraire, bien qu'aujourd'hui je connaisse bien la route, on va dire. Mais l'itinéraire est préparé, les rencontres sont préparées. Je rentre en contact avec, je cherche d'abord les gens qui peuvent m'apporter des renseignements, me mettre en rapport avec d'autres. Et donc, c'est 6 mois, voire un an avant, j'essaye de recouper des informations et puis de contacter par internet des personnes qui me guideront ou qui me mettront en contact. Là, par exemple, sur ce voyage dans les Monts-Fan, c'est-à-dire, montagnes qui sont, pas très loin de la frontière, ouzbek, au Tadjikistan donc, et bien là, j'ai rencontré, une personne qui s'appelle Fezidine, qui parle français et qui m'a servi d'interprète pour, interviewer donc, des bergers, tadjiks, qui auraient vu, le léopard des neiges. Mais c'est aussi chez lui que j'ai été hébergé et donc, j'ai vécu, pendant 4-5 jours, chez des fondamentalistes, sunnites, tadjiks, heu, ce qui est assez, bon, c'est des villages en terre, hein, agrippés aux montagnes. Là, c'est du pur dur, hein. Ah oui, non, mais là, j'imagine et comment ils t'accueillent, en fait? Parce que tu viens de si loin, loin aussi alors loin en distance, mais loin, aussi, en termes d'idéologie donc comment ça se passe, quoi? Bah, comme j'explique, c'est toujours des échanges en amont, sur ce que j'aimerais de réaliser et eux, ils attendent de moi aussi. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que je peux leur apporter, heu et Et donc après, bah, ouais, c'est une rencontre, hein. Je vais pas dire de l'amitié parce que l'amitié c'est trop fort, mais ce sont des échanges qui sont enfin qui sont sincères. Ouais, forts, sincères. Enfin, je veux dire, il y a toujours en contact avec eux, on et plusieurs années après, je suis en contact avec, là, par exemple, anecdote, je suis en contact, sur, Messenger avec, une dame qui m'avait accueilli, en 2013 à Alichour au Pamir. Et on discute, du jeu, bah, de la pluie, du beau temps, quoi. Mais Bah, c'est assez dingue. C'est vrai que des fois, on peut rendre ça un peu négatif, la technologie, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on peut, bah, relier les peuples, relier, les gens, entre eux grâce à la technologie et moi, c'est vrai que ça m'avait toujours fait sourire. J'ai quelques anecdotes aussi, en Mongolie, en plein milieu de la steppe, je demande à un berger, à quel moment je pourrais lui envoyer une photo que j'avais fait de lui et en lui proposant peut-être de lui envoyer sur une boîte postale, enfin une boîte restante là. Et il me dit: «Non, mais tu peux me l'envoyer sur Facebook».
Et j'ai trouvé ça à la fois drôle, en même temps un peu triste, mais c'était en même temps génial parce que oui, j'ai pu lui envoyer la photo. Des fois, on s'envoie quelques photos. Je lui ai envoyé des photos de la neige. Lui aussi m'a envoyé des photos de la neige. Donc, non, non, c'est assez étonnant et en même temps, ça peut être très bien pour garder le lien, en tout cas, avec les populations qu'on a rencontrées à travers nos voyages. Moi, je reviens un petit peu à la moto, mais comme pour moi, à mon avis, et comme pour toi, la moto, en tout cas le voyage, n'a pas de sens s'il n'y a pas de rencontre. Mais si on parle un peu plus de technique, toi, tu es parti avec quelle moto sur ce voyage? Il me semble que c'était une Husqvarna. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu l'as préparée. Si moi, demain, je souhaite partir, alors pourquoi cette moto et comment tu l'as préparée pour faire ce voyage? C'est une préparation qui m'a pris un peu plus d'un an. C'est-à-dire la penser, chercher. Je voulais une moto légère. Je voyageais initialement avec une 1200 GS Adventure R BMW. Là, au Pakistan, je me suis vite rendu, bon, j'ai voulu dépasser un peu ces zones un peu trop roulantes et justement aller voir des endroits qu'on ne voit pas habituellement. Là, en l'occurrence, c'était un lac qui était le lac Naltar, qui est sur la KKH. Et là, bon, je suis tombé 3-4 fois. Alors heureusement, j'avais rencontré sur le chemin un père et deux fils allemands, mais c'était mes G.I. Joe, je les appelais, hein, parce que bon, ils n'avaient aucune expérience en moto, mais bon, c'était très costaud. Ils m'ont aidé plusieurs fois là, à relever ma moto. Je les ai guidés jusqu'en haut. Et c'est parti de là. Donc une moto légère aujourd'hui et performante, c'est-à-dire j'aime bien aussi quand j'ouvre un peu que c'est du répondant. Donc il y avait plus que ça. Il y avait une 690 de chez KTM et qui ne se fabriquait plus à ce moment-là. Et donc la 701 Husqvarna. Donc là je l'ai équipée en mode rallye. J'ai pris les équipements en mode rallye et après j'ai expliqué à mon préparateur que le rallye ne me suffisait pas puisque moi j'avais des obligations un peu différentes parce que j'allais être chargé et qu'il fallait donc que je protège ma moto des chutes puisque je suis un voyageur, hein, je suis pas un motard. Et donc il fallait que je la protège des chutes, donc je l'allais l'alourdir et en plus il fallait que je porte mon barda qui est principalement constitué justement de matériel vidéo d'un ordinateur parce que tout le reste c'est vraiment le strict minimum. Ma tente qui peut paraître lourde mais qui est pour moi importante. Donc voilà, ça a été, j'ai pensé ça au niveau du chargement, améliorer donc la suspension, améliorer les points de charge, trouver des sacoches qui me conviennent dans le sens où, parce que là c'est la mode actuellement, là, des sacoches sur les motos, mais là je voulais pas amener mes valises parce que ça avait pas de sens puisque j'allais tout le temps avec ma moto, j'avais pas besoin de garder des choses en sécurité. Donc j'ai trouvé les sacoches Mosco que j'ai. Et puis après, j'ai tout simplifié. Et alors ça, c'est pour la préparation de la moto, parce que, bah, on imagine, hein, forcément sur la route du Pamir, bah, en Europe aussi et puis un petit peu plus loin, dans les contrées où tu es allé. Heu, D'ailleurs, en parlant de contrées, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, me dire quelles étapes ou en tout cas quel itinéraire tu as suivi? Et juste après, je voudrais que tu me parles aussi de la préparation psychologique que tu as eu besoin de faire sur un voyage comme celui-ci. Parce que c'est vrai qu'on parle de la préparation de la moto, on parle d'ailleurs souvent de la préparation de la moto, mais comment on se prépare psychologiquement? Bah, écoute, tu vas me répondre maintenant du coup et on parlera l'itinéraire après. Comment, comment parce que j'ai envie de savoir ça maintenant. Comment on se prépare psychologiquement à partir tout seul, en solitaire, aussi loin? Tu vois? J'aime beaucoup voyager, je trouve que le voyage, il est bien, avec, bah, avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, des amis, sa femme, heu, mais j'aimerais aussi voyager, en solo, mais pour l'instant, j'ai pas encore, la motivation. Quelles sont pour toi la préparation psychologique à avoir pour voyager seul? Mais la détermination, faut être déterminé. Bon, je suis quelqu'un d'assez, voilà, déterminé. Donc quand je commence quelque chose, j'aime le finir, même si c'est pas tout de suite, j'y retourne. Donc voilà. Après,
comment comment c'est bon, ça a été mûri, hein, c'est pas, ça a pas été fait du jour au lendemain. J'ai voulu partager, bon, déjà partir, avec deux trois copains, ça s'était bien déroulé jusqu'à, ce que, bah, comme tout à chacun, j'ai un moment, il y a des voyages qui se passent pas forcément bien. Donc là, on se dit: «Mais bon, faire tous ces kilomètres finalement pour pas en retirer, parce que l'essentiel, parce qu'on s'est gâché l'un et l'autre, pour des non-dits ou des choses sur lesquelles on s'est pas entendu». Et là, je me suis dit: «J'ai fait une erreur, j'ai pas su lire mon compagnon». Et puis après, je me suis dit: «Mais mon compagnon n'a pas su me lire non plus». C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, savoir lire les autres, c'est déjà bon, un grand pas. Et puis après, quand on se rend compte que, bah, lire les autres, c'est apprendre à se lire soi-même, je me suis dit qu'à partir de ce moment où j'arrivais à me lire, à savoir ce dont j'étais capable, quelles étaient mes limites, bah, je j'avais plus qu'à partir tout seul et je ferais les rencontres sur la route. Il y a pas de préparation, la prépa c'est, je dirais dépasser ses craintes. On nous apprend, et encore, c'est encore plus vrai aujourd'hui, on nous apprend à avoir peur, mais on nous apprend pas à être courageux. Avoir peur de quoi? C'est la grande question. C'est quand on est sur la route, tu as peur de quoi? Bah, tu as peur de crever. Bon, bah, c'est pas un problème ça, c'est une question de temps, c'est une question de savoir-faire. Il faut s'entraîner un peu à la maison et puis, on répare par soi-même. Je suis nul en mécanique, hein. Changer des pneus, c'est difficile pour moi, j'ai pas les poignes suffisantes parfois pour enlever des pneus tubeless et là maintenant je suis en plus en tubeless, donc il faut pas que je crève ma protection de la jante. Et donc c'est savoir se rassurer, savoir, démystifier le danger, rejoint, savoir lire les autres. C'est-à-dire qu'il y a des contacts qu'il faut éviter, il y a des gens dont on sent si on sent pas, bon, ben, on fait un grand sourire, et puis on donne congé. Et puis d'autres, on peut rester parce qu'on le sentait et que ça se passait bien. Après, c'est ne pas paniquer, je dirais, encore une fois, là, je pense à un motard qui en justement en Mongolie, avait eu un souci d'amortisseur et était vraiment pas bien. Mais il faut savoir se poser, il faut savoir se dire mais je me calme, je prends sur moi. Et là finalement, c'est magnifique. Bah, je repars là justement, la Mongolie, c'est immense, il y a rien. Et des fois, j'entendais le vent, j'arrêtais de couper le moteur, j'entendais le vent, j'ai dit mais là, il arrive quelque chose qui, il me dit, et puis après je me raisonne, je dis mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Rien. En fait, il suffit de marcher. Et là, le trek que j'ai fait, où je suis parti 11 jours en Afghanistan, je suis parti avec des gens, qui parlaient, bon, pas toujours très bien l'anglais. J'ai rencontré 3 talibans. Il s'est rien passé. J'ai Après, c'est une question d'attitude, c'est une question aussi de présence. C'est se faire confiance aux autres et puis, montrer aussi aux autres peut-être qu'on est digne de confiance. C'est un peu ça, quoi. Il y a des regards qui parlent sans besoin de verbaliser. Je sais pas si je suis très clair là. Non, c'est très, très clair, c'est très clair et c'est vrai que ça donne envie aussi, bien sûr, de partir seul. Moi, on me dit souvent aussi qu'on n'est jamais vraiment seul et ça, tu viens de le démontrer. On n'est jamais vraiment seul, on part seul, mais c'est vrai que au gré des rencontres, soit dans des peuples reculés, soit Mmh d'autres mh. motards, on n'est jamais vraiment seul. C'est ce qui me motive aussi, hein, tout ce que tu viens de dire, en tout cas dans cette recherche de voyager seul, c'est aussi ce qui m'attire. Même si j'aime bien voyager aussi avec, les amis, ma compagne aussi. Mais, j'entends complètement et je te rejoins et tout à l'heure, je souhaitais te poser la question concernant l'itinéraire, donc je reviens sur, l'itinéraire. Dans les grandes lignes, tu es parti d'où et tu es arrivé jusqu'où? Alors tu as fait une boucle, hein, et ça a duré combien de temps? De chez moi, hein, de Dordogne. Et bah, là, enfin, pour moi, la route la plus classique aujourd'hui, c'est donc Grèce, Turquie. Et Turquie, bah, je suis passé en Géorgie cette fois-ci. Sinon, d'autres fois, j'étais passé par l'Iran et le Turkménistan. Mais là, je suis parti donc le dernier voyage, en Afghanistan. Je suis parti donc, passé la Géorgie, je suis passé au Daghestan, en Tchétchénie, et puis je suis remonté à Astrakhan. Et Astrakhan, donc, bah, direction le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, avec les villes mythiques, hein,
qui va Bukhara-Samarcande. Bon là, je suis passé à Khiva, mais bon après Bukhara et Samarcande, bon, je suis passé par la force des choses, mais rapidement. Donc après, le Tadjikistan, donc les Monts-Fan, là où je suis resté là pour rencontrer Fezidine et en fait j'avais pour écouter des chants tadjiks traditionnels. Donc que j'ai fait des enregistrements d'ailleurs et dont je me sers de temps en temps. Et ensuite route militaire, la M41, donc au Tadjikistan. Et là je suis arrivé avant Douchambé, après route militaire et Korog. Mourghab et Korog. À Mourghab, j'ai fait mes papiers pour avoir le visa afghan. Et là encore, hein, avec le soutien de personnes de locaux, puisque c'est pas toujours facile d'avoir l'Afghanistan et devient plus prudent par rapport aux visas touristiques étrangers. Et Là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as réussi à avoir un visa afghan, donc tu as réussi à rouler en Afghanistan? oui, j'ai roulé en Afghanistan, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est incroyable ça. Je pensais que c'était impossible, moi, de rouler, enfin de rouler, d'aller en Afghanistan, hein, si on n'était pas militaire. Le Warham est une zone préservée. C'est ce fameux couloir, hein, qui a servi de tampon entre les deux grands empires, hein, l'Empire russe et l'Empire britannique. Et à ce moment-là, ils avaient réservé une zone de non-agression, de non-ingérence. L'Afghanistan étant sous contrôle britannique, donc toute la partie donc au nord, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan étant sous contrôle de l'Empire russe. Donc cette zone n'intéresse pas vraiment, enfin n'intéresse personne en fait, parce que c'est déjà une altitude entre 3 et 4000 mètres. Il n'y a rien, il y a vraiment rien. Les fameux Kirghizes, la question que tu me posais tout à l'heure sur les nomades, les fameux Kirghizes se sont retrouvés coincés là, parce que c'était des nomades qui allaient l'hiver redescendaient, puis l'été ils montaient en pâturage. Ils se sont retrouvés coincés quand la Chine a fermé les frontières. Bon, période de la guerre froide, ils se sont retrouvés coincés là et ils sont devenus sédentaires un peu dans cette partie du Warham. Et ça intéresse pas grand monde, ni les talibans. Les talibans, la guerre, il y a eu des camps militaires russes à l'époque de la guerre, donc Russie-Afghanistan. Il y a eu des camps militaires français aussi. Enfin, certains Français y sont allés en surveillance des zones. Mais les talibans ne sont pas là. Et c'est une zone, donc particularité qui, toute cette partie-là de l'Asie centrale ont une religion plus proche en fait de nos concepts occidentaux. Par exemple, D'accord. il n'y a pas de lieu de prière dédié. L'ismaélien, voilà, l'ismaélien peut prier, Ah, d'accord, ouais, OK. l'ismaélien Mmh. peut prier chez lui. Mmh. Et donc toute cette partie d'Asie centrale, les Wakis sont ismaéliens, donc plus tolérants. Et donc bon, c'est une zone où on peut rouler, on peut rentrer facilement. D'accord, d'accord. Et alors souvent je pose cette question, heu, c'est ce qui nous rend un petit peu aussi, aventuriers, sans, galère, on peut dire qu'il y a pas d'aventure. Je reviens donc du coup à ton voyage en lui-même. Est-ce que dans tous ces kilomètres que tu as fait, en tout cas pour, ce dernier voyage, est-ce que tu as eu et tu as vécu une grosse galère? Alors que ça soit sur la moto ou avec des populations? Là tu parles, de coins alors tu me dis c'est vrai que c'est quand même calme dans les zones où tu es allé, mais est-ce que voilà, tu t'es senti, alors soit en danger ou sinon est-ce que tu as vécu une galère particulière? Non, pas de alors en danger avec les populations, non, jamais. Et de tous les voyages que j'ai pu faire, j'ai jamais senti non, je me suis jamais senti en danger, jamais, embarrassé et cetera. Je veux dire, encore une fois, c'est savoir où on va et comment on voit les choses. En Mongolie une fois, j'ai croisé des Mongols qui étaient plus que sous. Bon, ben, je me suis pas tardé et ça se passe très bien, très vite. Et là, non, les Wakis qui m'ont accompagné, hein, qui sont donc les nomades qui gardent les moutons, même parfois pour les Kirghizes. Non, non, y a pas eu. J'ai rencontré trois talibans. Ben, ils m'ont dit après, ben voilà, ça c'était trois talibans. Non, pas de souci avec les populations. Sur ce dernier voyage, oui, j'ai eu une bulle d'air dans mon frein avant et j'ai fait 2000 kilomètres
quasiment sans freinage et donc ça, c'est arrivé, au village de Sarade, donc le dernier endroit où j'ai dû laisser ma moto, en gardiennage en guest house. Et quand je suis reparti, ben, j'ai fait 2 jours sur des pistes afghanes. Alors t'imagines un peu, sur les pistes afghanes chargées, en freinant du frein arrière et en me stabilisant pour vraiment arrêter avec mes chaussures, comme les gamins. Ah oui, ça devait être sport, ouais, ça devait être sport. Et donc, une fois arrivé au Tadjikistan, là, à Mourghab, j'ai essayé de faire réparer. Bon, la réparation n'a pas été concluante. Ce n'est qu'en Russie, à Krasnoïarsk, que j'ai pu réparer vraiment enfin, sortir ma bulle. Donc tu vois, j'ai traversé tout l'Ouzbékistan, j'ai traversé le Tadjik, j'ai traversé donc le Pamir dans ce qu'il y a de plus haut, hein, le col du Cheval Blanc, la Jument Blanche, je sais plus et je l'ai fait sans frein avant. Comme quoi, ça sert à rien de freiner, hein. Non, c'est comme quoi, tu vois, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, partir seul. Si on c'est dédramatiser les incidents qui peuvent se produire. Je veux dire, et si une moto tombe dans l'eau, bah, c'est pas grave, on va la sortir, les gens vont la sortir, on va la mettre dans un camion et puis on va la ramener dans un endroit plus fréquenté. Et il y a toujours des solutions. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut être, c'est ce que j'ai appris aussi sur mes différents voyages, c'est quand il nous arrive quelque chose, être, patient, attendre et en général, bah, il y a quelqu'un qui vient nous aider et après on repart, on se lie, d'amitié, avec, cette galère en fait parce que, bah, on a rencontré quelqu'un, qui nous a tendu la main à ce moment-là. Donc, souvent c'est ça, il faut être patient et ça se passe, souvent très bien. Le voyageur pressé, c'est celui qui va dépenser beaucoup d'argent, c'est celui à qui on va en demander beaucoup aussi. Ils ont un autre rythme de vie, hein. C'est vraiment des gens, bon, des gens fiers, hein, de toute façon, vraiment, mais et aussi avec ils sont patients, ils ont un autre rythme de vie. Et si on observe un peu ce rythme de vie, eh ben, on est en accord. Et là, tout est dédramatisé. On peut palabrer un peu, on peut discuter, et sans se vexer, sans penser au bac chiche, sans penser à tous ces termes-là. Et là, les choses sont très simples et s'arrangent pour vraiment à leur façon et non pas à la nôtre. J'ai une question, concern alors tout à l'heure en interlude de cet épisode, tu m'as dit que tu avais piqué le casque de ton fils, hein, c'est ça pour faire cet épisode? Comment vit ta famille ces aventures? Comment ils le ressentent? Que tu pars, 2 mois, est-ce qu'eux ils ont, des craintes du coup différentes des tiennes? Alors toi tu arrives à les effacer, mais eux comment ils le ressentent? Bah là, sur ce dernier voyage, oui, je cache pas que mon épouse était inquiète puisque j'avais dit que je resterais en Afghanistan 8 jours et en fait j'y suis resté 12. Que et que bon, donc j'avais pas je donnais pas de nouvelles, hein, puisque j'avais pas de réseau, enfin j'ai pas voulu en prendre. Que mon spot, hein, mon tracker satellitaire ne fonctionnait pas dans cette zone-là, curieusement d'ailleurs, mais bon, je pense que là c'est volontaire de la part du réseau. Donc là, où elle a été inquiète. Sinon, alors c'est marrant la question que tu me poses, c'est la réflexion que j'ai, enfin, sur Facebook, je lisais quelques voyageurs et là c'est un sujet qui a été abordé là par quelques voyageurs. Entre le voyage est-il une fuite? Et moi je le verrais plutôt comme un enrichissement. C'est-à-dire que partir quand on vit en famille, c'est aussi partir seul, hein, voire même accompagné sans son épouse. C'est aussi un moyen de mieux se retrouver après. Bah, on vit en couple, on vit tous les jours. Enfin, et moi, en ce qui me concerne, je travaille avec mon épouse tous les jours, deux sur la même entreprise. Et donc, il y a de temps en temps, c'est nécessaire. Enfin, pour moi, il est nécessaire de partir, de bouger, de vivre autre chose. Que, bah, mon fils a grandi avec mes voyages. En 2010, lui, il est né en 2001, donc bon, et, voilà, en conscience, il m'a connu voyageur. Puis bon, je l'ai toujours été même avant la moto. Et donc, et mon épouse, bon, bah, j'ai une épouse extraordinaire. J'ai j'ai une épouse extraordinaire, donc c'est clair, c'est clair.
Et est-ce que du coup ton fils, ça lui donne envie de te voir partir comme ça? Est-ce que ça va être une future vocation pour lui ou est-ce qu'il est quand même détaché Je de ces voyages? non, on a voyagé ensemble, alors on a voyagé en Islande tous les 2, partis, sur la moto, on est partis à 2. Là, on voyage, en famille, en moto d'ailleurs, et aujourd'hui avec 3 motos. On est allé en Grèce, au mois de septembre. On est allé en Inde, ensemble aussi, tous les 3. Je leur dis: «Bon allez, on loue les motos là-bas» et donc j'ai trouvé, 3 motos là-bas et je suis parti, ouais, je suis avec ma famille. Je sais pas s'il sera voyageur, je pense que c'est une question après qui se posera, mais je pense qu'il a Il a la ouais, fibre. je lui ai donné un peu le virus, quoi. Après, à lui d'en faire ce qu'il en ressentira et ce qu'il en aura envie, hein. Concernant, le voyage, ton voyage, est-ce que tu as eu un objet? C'est souvent une question que je pose, bah, déjà pour moi personnellement, si, demain je pars comme ça, alors j'ai mes propres objets que je garde pas loin et je sais qu'ils vont m'être utiles. Mais, pour toi, pour un voyage comme celui-ci, quel a été, l'objet le plus utile sur ce voyage? Oh la colle! Eh ouais. Tu m'aurais demandé si je ramène toujours un objet, de chaque voyage. Oui, je sais, mais là, c'est alors, l'objet le plus utile? C'est-à-dire que, alors c'est curieusement, c'est mon sac à dos. Je suis C'est mon fourre-tout, j'ai tout le temps là, un kit, ouais, c'est mon sac à dos. Je le quitte jamais. Je l'ai tout le temps sur le dos, d'ailleurs sur toutes les photos, j'ai mon sac à dos. Et tu mets peut-être tes objets les plus sensibles, on va dire, dans ce sac à dos peut-être? Oui, je mets un peu d'argent, je mets un couteau, je mets de quoi, manger rapidement. C'est-à-dire, j'ai aujourd'hui la petite timbale là qui se replie, j'ai, fourchette et cetera. Lorsqu'on on mange sur le pouce, on t'offre à manger, tu sors ça, tu manges avec, ta fourchette ou ta cuillère, tu sors ton gobelet d'eau, j'ai, le camelback dedans, enfin bon, enfin je dirais j'ai, de quoi, réparer un bobo, enfin et cetera quoi, me soigner, enfin vraiment le minimum, ce qu'on sort tout de suite, bon j'ai la caméra, enfin parce que quand je pars, je pars avec plusieurs caméras, hein. Je donne, là par exemple j'en avais 3 et je donne une GoPro aux personnes qui m'accompagnent, ce qui fait que j'ai des images, de moi d'ailleurs. Parce que, poser le pied, revenir, enfin partir, revenir, revenir chercher le pied, enfin bon, c'est lourdingue des fois. Ouais, ça peut être un peu long ça. C'est vrai qu'il y en a qui le font et je les admire parce que, ça donne des supers images, hein, Mmh. ça c'est une certitude. Mais par contre, la logistique, elle doit être très, très compliquée. C'est vrai que moi, j'ai toujours un peu imaginé, le faire, mais c'est vrai que quand je suis sur ma moto, j'aime bien rouler, j'aime bien en profiter parce que des fois, ça peut être aussi, un élément qui fait que on en profite un petit peu moins quand on est amené à trop filmer, s'arrêter, à poser, comme tu l'as dit, le matériel, faire demi-tour et cetera. Mais c'est vrai que ouais, ça doit être un vrai sacré, travail quoi donc Là, je pars avec 3 petites GoPro, plus là, j'avais mon réflexe, plus un autre appareil que j'ai passé donc à une personne pour avoir des photos que je n'aurais pas pu avoir. Par exemple, il y a des photos et voir des vidéos que vous verrez là dans l'épisode 2. Puis il y en aura 3 parce que j'arrive pas à condenser tout. Donc donc dans les mais je le partagerai en effet sur la description de l'épisode, j'ai pu voir le 1er épisode et c'est vrai que ça donne envie. D'ailleurs, tu parles de prochains épisodes. Moi, j'aimerais te poser la question, c'est quoi tes prochaines aventures du coup? Malgré bon ce qui se passe, imaginons que tout aille beaucoup mieux, dans les prochains mois. Quels sont tes projets? Là, je devais repartir en février, enfin même fin janvier, je devais partir en Sibérie et en Mongolie en hivernal. La moto était préparée maintenant, donc là je vais rouler un peu, c'est dans les Alpes cet hiver là, si on peut bouger un peu. Je partirai avec la tente et puis ouais, ouais, je ferai mon couvre-feu sous la tente, mais il faut que là, il va falloir que je bouge. Non, ouais, j'avais prévu de partir, là c'est un très gros bon, j'ai un très gros projet, c'est une aventure. Alors pour le peu, je dirais c'est pas un voyage,
Enfin, ça sera un voyage pour rencontrer les Mongols dans les yourtes l'hiver, qui est quand même c'est assez particulier. Enfin, puisque là aujourd'hui, je crois il fait Moins 20, je moins crois. 20, hein, c'est ça. J'ai vu ça ce matin, ouais. Ouais. Ça sera le prochain. J'espère pouvoir partir un peu au mois d'avril, repartir au Pakistan pour aller voir les personnes donc que j'aime bien. Mais j'ai plein de destinations en fait, hein. Bah, je pense qu'on va devoir se rappeler alors pendant que tu nous racontes, Voilà. ce que tu as revécu. Donc je pense qu'il y aura de grandes chances que tu repasses sur Rider Radio et c'est une question que je pose souvent, c'est est-ce que tu as une citation ou une chanson qui te motive, tu vois, quand tu es en solo, quand tu as froid, quand il y a une galère qui survient? Est-ce que tu as quelque chose qui revient à toi et qui te donne de la motivation pour Le continuer? vent nous portera, Noir Désir. Bien vu, bien vu. Merci Thierry. En tout cas, j'ai été très heureux de ce partage parce que tu m'as vraiment donné envie d'aller dans ces contrées. Je te dis à bientôt. Comme tu l'as dit, tu as plein d'autres projets, donc je pense qu'on se rappellera Avec plaisir. et j'espère que tu seras là pour nous partager d'autres aventures. Et puis, donc, je te dis à bientôt. Merci encore. Merci à toi. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.